C'est fou parce qu'en fait, ce qu'on est en train de voir et de découvrir, c'est combien le mana est réintroduit dans nos pratiques depuis, je dirais, 40 ans, allez, 50 ans, et de manière accélérée depuis 30 ans, avec la profusion des jeux vidéo et la profusion, en fait, des symboles dans notre société. Une autre manière aussi de considérer comment le non figuratif, comment l'association, en fait, de notre esprit à une image qui devient significative quand on la voit, c'est les logos, c'est les marques. Et c'est là où c'est fou de dire que les marques, en fait, utilisent des techniques du médium, du chaman, pour tout simplement créer de la communauté. Je vais vous donner plein de noms. Mazda, Tesla, il y en a plein. C'est juste infernal, ça ne s'arrête jamais. Je me suis aperçue que j'avais donné des noms de marques. C'est pas très bien d'avoir fait ça. Bon, c'est fait, c'est check. En tant qu'information, communication, communicante, c'est vrai que c'est vraiment... Moi, ça me surprend toujours de voir à quel point les marques qui circulent dans notre société réinvestissent en fait des imaginaires, à la fois de la mythologie, quelle qu'elle soit, de plein d'origines, nordiques, grecques, romaines, sumériennes, amérindiennes. On reprend en fait les imaginaires pour créer une marque et donc créer... Qu'est-ce qu'on fait quand on utilise cet imaginaire? On recrée un lien qui a été bâti par des millénaires de chamans avant eux. Donc c'est vraiment une manière de reconnecter un inconscient collectif et de recréer une nouvelle énergie invisible entre les personnes qui adhèrent à la marque. Je suis quand même en train de vous dire que les chamans, être chaman aujourd'hui, c'est consommer de la marque. C'est être conscient que les réseaux sociaux, les médias, les grandes marques que l'on consomme participent en fait au monde de l'invisible. Et quand on dit ça, c'est intéressant et c'est important, les deux mots que je kiffe en ce moment, de se dire que oui, on est un peu tous chamans, mais c'est surtout hyper intéressant, hyper important, les deux mots que j'aime beaucoup en ce moment, 33 quand je dis ça, que les techniques chamaniques sont entrées dans nos pratiques. Et donc aujourd'hui, quand tout le monde est en train de dire je suis chaman, parce qu'il y a un nombre de chamans maintenant autodéclarés dans notre société, et c'est très bien, et c'est parce qu'en fait, on s'est connecté à travers les marques, à l'imaginaire, et aux outils, et aux techniques des chamans d'antan. Bon, maintenant on va terminer quand même, parce que le but c'est d'aller là où les guides voulaient que j'aille, et donc de parler de Stepanov Charles. Je suis vraiment désolée Charles si vous m'écoutez. Je ne sais pas dire votre prénom. Si, je sais dire votre prénom. Je ne sais pas dire votre nom. Ça me fait penser à la pièce de théâtre Le Prénom. Quand on tape Stepanov, plus jumeaux, on tombe sur un de ces articles, alors que l'on peut obtenir assez facilement si on est abonné à Academia, qui en fait s'appelle, alors qui est publié, c'est là aussi c'est beau, parce que, et c'est là où va se rencontrer mon propos, qui est publié dans un bouquin, dans un livre de Philippe Descola, qui s'appelle La fabrique des images. Bon, voilà, donc la fabrique des images, la fabrique de l'inconscient, la fabrique du chaman, la fabrique des imaginaires. Et ça s'appelle Corpéa et Améa d'animaux en Sibérie, de l'amour animique à la taille analogique. C'est le moment où, quand on est juste pas un intellectuel, on fait atchoum, et quand on est intellectuel, on se dit waouh, est-ce que j'ai envie de kiffer cet article ou est-ce qu'il me fait déjà peur parce qu'il y a plein de mots que je ne comprends pas quand je lis le sous-titre. Cet article, il nous parle vraiment d'une région que je connais très peu. Et il nous parle d'une tribu que je connais très peu, donc c'était intéressant de se retrouver face à cet article et à le lire et à essayer de l'imbiber en quelques heures, donc c'est une mission, autant vous dire, impossible. Il nous parle donc d'une tribu en Sibérie qui s'appelle les Nevitch, c'est pareil, je dois vraiment pas bien le dire, et il nous parle en fait de la manière dont cette tribu fait des associations entre les animaux et les esprits. Donc finalement, je dirais que ce que je ressens et ce que j'en comprends, c'est une forme d'animisme et donc une forme de relation et de croyance que cette tribu a avec le monde animal et avec le monde autour de lui. Comme dans toute tribu, on va dire ancestrale,
ouverte au chamanisme, mais du coup aussi les nôtres, parce qu'on est en train de se poser la question, nous, de nos rituels dans notre société, et où est-ce qu'ils sont nos rituels, et pourquoi on a besoin de retrouver des rituels pour se restructurer dans notre conscient et inconscient. Il nous parle de plusieurs rituels, il y en a un notamment qui est évoqué, c'est le rituel fait par rapport à l'animal totem qui est l'ours. Et l'ours, donc par exemple, ce qui est donné comme exemple, c'est quand il y a un enfant meurt, le père va kidnapper, prendre en prison, va enfermer un ourson qui va le faire grandir, et quand l'ours atteint ses 3 ans, il va le sacrifier pour la communauté. Donc c'est quand même assez mortel, assez brut. Il nous parle donc de la fête de l'ours et je dirais d'un rapport entre l'humain qui vit, je dirais, un deuil et l'ours qui réincarne, entre guillemets, l'esprit communautaire en acceptant finalement aussi ce sacrifice. Ça m'a fait penser au film, vous savez, sur les ours, les 3 ours, je ne sais plus comment ça s'appelle, Flûte. J'ai la chanson, c'est Phil Collins qui la chante, donc c'est dans Disney. C'est les frères des ours, hein, je crois, où on a aussi ce rapport de ce petit garçon qui devient ours et qui apprend à vivre en fait une autre forme de relation familiale avec l'ours, avec l'ourson, avec l'aspect totémique et l'aspect animique, l'aspect instinctif que l'on vit en nous. Je dirais que pour moi, l'ours, le grizzly, cette puissance, cet animal puissant que l'on peut voir, pour moi, il est associé aux forêts d'Amérique du Nord et surtout au parc qu'il y a à côté de San Francisco, c'est Yosemite, qui est magnifique et qui est vraiment, pour moi, c'est le symbole de la patte de l'ours qui est à la fois à ton service, mais qui est prête à te donner un punch si tu désobéis aux règles. Maintenant, ce qui est très fort dans cette vision qu'on me propose de vous partager, et donc les mots-clés Stepanov, jumeaux, c'est qu'on est bien sûr en saison du jumeau et en saison du gémeaux. Donc quand j'ai entendu ça, je me suis dit, bon, ils vont nous parler. Enfin, je suppose, si ça existe, mais maintenant j'ai pris l'habitude que quand on me donne des mots-clés, ça existe, ça se trouve sur Internet, sinon voilà. Et de tomber sur cet article, ce qui a résonné en moi, c'est vraiment de dire que le gémeau, c'est le lien au collectif. C'est pas du tout notre âme sœur, notre flamme jumelle, notre compagnon divin. C'est pas du tout notre ombre, celui qui nous enseigne la traversée d'Hadès, la traversée des enfers, le scorpion, la naissance, la renaissance. Non, notre véritable jumeau, c'est l'inconscient collectif. C'est le lien au collectif. C'est le fait d'être en lien avec anima animus, animique, avec l'animisme du monde. Ce qui est très beau et ce qui est très brut dans les pratiques des Nevish, dans ce que j'en ai compris, c'est vraiment de se dire, on ouvre avec la pratique de la fête de l'ours une conscience plus grande, un film plus grand, un monde plus grand, pardon, au lien avec l'animal, le végétal et l'humain. Et une part de ces rituels utilise des crânes d'ours, pour en fait célébrer ce qui a déjà été donné en sacrifice, mais aussi en offrande au monde. Et c'est une manière de se relier entre les passés, les pratiques, les peuples, les animaux qui ont traversé le temps. Donc le jumeau qu'on nous enseigne avec ce mot-clé, c'est aussi une manière de dire je donne de la nourriture alors aux ours qui acceptent les sacrifices, donc ceux qui sont incarnés, au passé, les crânes des morts, et peut-être même au futur, puisque je continue ce rituel. Et c'est là où pour moi il y a eu un éclair quand j'ai écouté ça. En Polynésie, on a donc Tahiti, l'île de Tahiti, qui est l'île principale où se trouve Papeete et la majorité de la population polynésienne. On a Tahiti Nui, donc la grande île, et Tahiti Iti. Et en fait, Tahiti Iti, c'est une île alors, qui est très sauvage, mais qui fait la jonction. Donc, il y a un isthme, enfin une jonction, voilà, c'est pareil, j'ai oublié le nom. Donc, avec la ville de Terapu Ouest, et à Terapu Ouest, Chopo. Juste avant, en fait, si on est sur la côte ouest, on a aussi Teveyuta, et c'est le clan des Teva. Et donc, près de la source Veima
Eveipahi, les jardins d'eau. C'est pas très loin du musée de Bougainville. Ouais, je vous fais une visite qui va bientôt ouvrir, un nouveau musée. Donc c'est un lieu d'envol des âmes, un lieu de purification des âmes quand le défunt meurt. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet isthme, cet endroit qui réunit 4 communes, parce qu'on a aussi j'ai oublié le nom, c'est pas Itia, pardon, qui est la côte est, et de l'autre côté Taotiera. Ce milieu était un lieu de rencontre des guerriers et un lieu de dispute avec finalement une forme de prédomination et de domination par le clan des Teva, qui était un clan très puissant. Et en fait, il y a plusieurs origines sur les mots de ces villes. Et une des acceptations, notamment jusqu'à Chopo, c'est de dire c'est un mur de crâne. Et une autre légende qui est intéressante et qui est importante à rappeler, c'est qu'à Chopo, on a aussi une légende qui nous parle de jumeaux. Et alors là, mon esprit fait waouh, interconnexion. On me parle chez les Sibériens, les Niviches, de fête de l'ours, de jumeaux, le jumeau noyé, l'idée que finalement ce petit ours qui devient grand ours devient le jumeau de l'enfant perdu et va permettre le rituel du deuil pour la communauté, mais en même temps de célébrer une continuité entre le lien des tribus et des animaux entre eux, et de permettre de dépasser le temps, avec cette symbolique du crâne, avec cette symbolique du rite, avec cette symbolique de la fête et du lien, du cercle. Et pareil, Tirapu, Chopo, Tahiti, je me retrouve avec des symboliques, alors qui ne sont pas exacts, qui ne sont bien sûr pas les mêmes, mais en tout cas les mots sont les mêmes. On parle de crâne, on parle de jumeaux, on parle de clan, on parle de puissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ça, être chaman. Ça va être la capacité à voir des liens entre les pratiques, entre les rites, qui nous ramènent tout simplement à l'unité de ce qui se passe dans ces rites, dans ces pratiques, dans cette croyance, cette croyance, dans cette manière de nous relationner et de percevoir notre essence visible-invisible, notre corps de chair, notre corps de pierre, je ne sais pas pourquoi ça sort comme ça, notre gémelléité, c'est-à-dire notre capacité à être un jumeau incarné et un jumeau désincarné, invisible, qui est finalement le collectif. Je vais terminer sur ça. Ce que je trouve très beau dans ce message d'aujourd'hui, c'est vraiment de se dire que le Gémeaux, et nous traversons en ce moment la saison des Gémeaux et donc du jumeau, nous parle de 2 principes qui s'opposent et qui sont complémentaires. Il nous parle de ce qu'il y a d'humain en nous et d'instinctif en nous, de ce qu'il y a d'individuel en nous et de collectif en nous, de ce qu'il y a de visible et d'invisible en nous, de ce qu'il y a de chaman et non chaman en nous. C'est important de dire oui, on a tous une part chaman, on a tous une part connectée, mais on a aussi une part fondamentalement corporelle, identitaire, personnelle. Et c'est en étant cette part de chair, cette part de pierre, cette part de corps, que l'on peut mieux être en lien et surtout en lumière de cette part invisible qui est au service du collectif. En ce moment, j'insiste beaucoup sur cette notion de la mise au service, la servitude, l'engagement, et c'est un mot fort, hein, servitude. J'ai même une fatigue, un fiou, comme on dit à Tahiti, de ce développement personnel qui passe son temps à parler des traumas, des blessures, de ce qui ne va pas chez nous, comme si on était des machines à corriger, à réparer, imparfaites constamment. Alors oui, on est imparfait, c'est normal, ça fait partie du boulot, et c'est notre imperfection qui fait qu'on est nous, et qu'on est nous-mêmes, et qu'on est authentique. Ce qui est important de se dire, c'est qu'à force de rester dans le personnel, on oublie l'aspect collectif, et on fait de la séparation. Être chaman, c'est penser, et je dis bien penser, l'unité. C'est dépasser la séparation, c'est incarner le flot pour créer la fluidité qui permet à chacun d'être dans l'amour interconnecté. Je vais terminer pour de vrai en parlant du coup, j'adore quand je fais des du coup,
de mon nouveau site, de mon école, on va dire, de mon institution, de ma propre marque de durabilité, mon propre engagement vis-à-vis de la planète. Après, je me donne 1 an. Et si ça périclite, ça périclite, parce que c'est comme ça. On est là pour essayer dans la vie. C'est bien de présenter une... On va recommencer. Hein. Je vais quand même le mettre au montage. On va recommencer et vous oubliez cette partie de 33 secondes. J'en profite pour vous parler de cercle de présence. Présence, c'est un cercle de transmission des savoirs sacrés. Il m'est descendu, on va dire, depuis 1 an et demi, après vraiment une fin de cycle, une année 9, assez symbolique, assez initiatique, assez forte en termes de messages concernant ma propre évolution et mon rôle dans la société. Et quand est apparue cette intuition, cette pulsion, cette proposition aussi de créer une école, est apparue l'idée de tout simplement transmettre des savoirs sacrés que j'ai à la fois accumulés en tant que Céline, chercheur, experte en communication, ayant parcouru un certain nombre de pays dans sa vie et en ayant rencontré du monde. Quand je voyage, c'est pour rencontrer du monde et donc écouter des récits. Et l'autre part de ma vie qui est celle de chaman connecté, personne qui accompagne en séance de médium, en séance de chaman, en séance de soins énergétiques, en séance de communication avec les défunts, d'analyse des rêves. Pour moi, tous les postulats qui nous disent ouais, tu peux pas être chaman et parler aux défunts parce que c'est pas les mêmes fréquences, je comprends pas. Pour être chaman, il faut faire ça, ci, ça, sous ci, ça, sous ça. Ou tu n'es chaman que de sang, ou tu n'es chaman que parce que tu es né ici. Pareil, tout ça, ça ne me parle pas, walou du tout. Pour moi, je suis devenue chamane par hasard. Le hasard existe, ça c'est sûr. C'était écrit, surtout si on regarde mon thème astral. Ce qui est important, intéressant à dire, c'est mes mots-clés en ce moment. J'espère que je vais les enlever quand même de mon langage parce que ça m'agace. On va refaire encore la présentation de cercle de présence. Créer une école, créer un lieu de transmission, un cercle de transmission des savoirs sacrés, c'est donner une mémoire au monde. Finalement, je répète ce qui m'est arrivé il y a 10 ans. Quand j'avais 33 ans, 35 ans, j'étais vraiment experte en burn-out du monde de l'eau. Je voulais prendre ma retraite. Bon, là, je suis loin d'être en burn-out et je suis loin d'être l'experte du chamanisme dans notre monde bourré d'experts de chamanisme. Ce que je trouve de résonnant et d'important et d'intéressant, c'est cette notion de savoir sacré. Allez, on recommence, on y arrive. Cercle de présence, cercle de transmission des savoirs sacrés, c'est un aboutissement de 10 ans, de 20 ans autour du monde, 5 continents, près de 60 pays, des milliers de personnes rencontrées pour recueillir leur histoire, des milliers de personnes rencontrées pour les écouter, les accompagner dans un chemin de médium, de chaman. C'est 20 ans de recherche, d'articles, de livres, de podcasts sur le chamanisme, donc des savoirs sacrés, des traditions ancestrales qui viennent de partout, avec un désir d'universalité, un désir d'ouverture sur toutes les pratiques chamaniques. C'est vraiment une manière de créer un cercle, et ce cercle, il s'appelle le monde, il s'appelle la Terre, il s'appelle la présence à la Terre. Celle-ci, je la garde. Je n'ai pas pu m'empêcher d'être drôle à la fin de ma vidéo, alors que je me suis dit, elle est géniale cette vidéo, parce que j'ai vu mon esprit s'arrêter quand je voulais aller dans trop de propositions intellectuelles. Et ce qui m'a fait m'arrêter, c'est que j'avais envie vraiment de parler à nouveau de Mircea Eliade, qui a eu cette approche assez holistique du chamanisme, qui a été le premier à le faire. Et ça va me permettre aussi de replacer finalement la pratique du chamanisme avec un regard polynésien, c'est celui que j'ai reçu. Quand j'ai commencé à travailler sur le chamanisme pour un petit peu m'auto-légitimer, m'auto-rassurer sur ce qui m'arrivait, j'ai travaillé avec les dictionnaires. J'ai travaillé notamment avec le dictionnaire de l'Académie tahitienne.
qui parle du mot Tahua. Et Tahua, en Polynésie, c'est un expert. Alors, il a été traduit par prêtre, maître spirituel, chaman. Le premier mot, c'était prêtre à l'époque, hein, parce que le dictionnaire évolue, hein, c'est une académie, donc il fait évoluer son dictionnaire. Ce qui est beau, c'est de voir que Tahua, en Polynésie, et j'en parle dans mon livre « Le pouvoir du mana », il y en a plusieurs sortes. Il y a le Tahua masseur, le Tahua des rêves, l'expert des messages, l'expert des défunts, l'expert des plantes. On est loin d'être sur justement une icône du chaman qui ne fait que des rituels de tambour, qui ne fait que des invocations des animaux totems, qui parle aux ancêtres et qui serait dans des pratiques vibratoires plus nobles, par exemple parler aux esprits défunts, aux esprits maléfiques, qui pratiqueraient les rêves, parce qu'a priori c'est assez controversé, ou en tout cas inégal la manière de percevoir les rêves dans les différentes traditions chamaniques, parce que pour certains les rêves, c'est notre inconscient qui parle, donc il y a une forme de manipulation de notre inconscient dans les rêves, et c'est vrai, je peux le dire en tant que personne qui pratique les rêves et qui analyse les rêves, oui, notre inconscient cherche à nous amener dans une forme d'illusion, ça s'appelle un rêve, hein. Voilà, donc il peut y avoir des limites. Il peut y avoir aussi l'idée que le chaman n'est que guérisseur, donc il utilise les plantes, c'est la pharmacopée traditionnelle. Il pourrait y avoir l'idée que le chaman n'est que chaman quand il est en transe, parce que c'est le moment où il va être chaman et le reste du moment, il a une vie dans la communauté. Puis on va avoir aussi l'idée que le chaman, il peut être tout, toutes les casquettes, toutes les fonctions. Il peut être aussi le guide, il peut être l'enseignant. Sincèrement, pour moi, c'est de la séparation du chaman, quoi. On continue à séparer, à classifier. Alors c'est important pour comprendre les techniques, les pratiques, les outils, les compétences, les qualifications de ce que peut faire un chaman. Maintenant, le chaman, c'est quelqu'un qui traduit le visible et l'invisible. C'est quelqu'un qui accepte d'être en lien avec le visible et l'invisible. Donc maintenant, ceux qui ne me connaissent pas, voilà, merci. Vous découvrez que je rote quand je dis quelque chose qui est important à dire et qui débloque, je suppose, un message dans l'inconscient collectif. Voilà, on s'arrête là. Allez, on va faire une petite séparation pour le au revoir. Je crois que j'ai complètement zappé en début de vidéo de vous demander de vous abonner. Donc si vous êtes encore là, merci de vous abonner. Merci de vos likes, vos commentaires. Merci d'être là. Aujourd'hui, c'est un petit peu décru le nom d'abonné. Bon, voilà. Faut que je remette du chat, c'est pour ça. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'est assez intéressant d'être dans le flow, d'être dans chaque jour suffit sa peine et chaque jour la vidéo sort le matin, tout simplement parce que c'est le présent. Et je vous ai parlé du cercle de présence, j'en reparlerai après tout. Il faut savoir marketer ou tout simplement transmettre, partager, répéter les messages, encercler, au bon sens du terme. Sur ce, je m'arrête là. Et je vous souhaite de cheminer et surtout de lire les auteurs que j'ai cités dans votre propre conscience du jumeau collectif qui est en vous.